Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En pleine deuxième vague de la pandémie de Covid-19, la Hongrie et la Pologne ont mis un veto provoquant une nouvelle crise au sein de l'Union européenne. En effet, le lundi 16 novembre 2020, les deux pays ont bloqué le budget de l'Union européenne ainsi que le plan de relance massif laborieusement approuvé par les 27 pays membres de cette organisation en juillet dernier. En clair, l'opposition entre les deux pays est axée au sujet de la mise en place d'un mécanisme permettant de priver des fonds européens les pays accusés de violer l'état de droit. Il s'agit de l'indépendance de la justice et le respect des droits fondamentaux. Selon le porte-parole du gouvernement hongrois sur Twitter, Zoltán Kovács, la Hongrie a mis son veto au budget comme le premier ministre Viktor Orbán avait prévenu, car nous ne pouvons pas soutenir le projet dans sa forme actuelle, liant le critère de l'état de droit aux décisions budgétaires. C'est contraire aux conclusions du sommet de juillet. De son côté, le Polonais Donald Tusk a réclamé l'exclusion de l'Union européenne du parti de Viktor Orbán pour sanctionner son veto. Rappelons qu'au terme de 4 jours et 4 nuits d'un sommet marathon, les chefs d'État et de gouvernement européens s'étaient mis d'accord en juillet dernier sur un plan de relance qualifié d'historique pour faire face à la crise du Covid-19. En Amérique, l'ouragan Lota a fait de nombreuses victimes dans la nuit du lundi 16 à mardi 17 novembre 2020 au nord de la côte Caraïbe du Nicaragua. Il s'agit d'une région déjà dévastée par le cyclone Eta il y a 15 jours environ. Cet ouragan a été rétrogradé en catégorie 4 par le Centre national des ouragans américains, mais reste qualifié d'extrêmement dangereux avec des vents de plus de 250 km/h. Rappelons que l'ouragan Lota suit la même trajectoire que l'ouragan Eta de catégorie 4 qui a dévasté l'Amérique centrale il y a à peine 2 semaines, et ceci faisant plus de 200 morts. En Arménie, au sujet du Haut-Karabakh, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a coûté la vie à près de 2371 soldats arméniens. C'est du moins ce que présentent les derniers chiffres du gouvernement de ce pays. Pendant ce temps, l'Azerbaïdjan n'a pas révélé le nombre de ses victimes militaires. Au principal cimetière militaire d'Erevan, les fossoyeurs sont débordés, le deuil est particulièrement amer. Selon un rescapé, « Je suis contre la guerre en général. Je pense qu'elle aurait dû être arrêtée dès le début. Les politiciens auraient dû faire de leur mieux pour arrêter la guerre. Ils ont étudié la diplomatie, la politique pour pouvoir gérer ce genre de situation. » D'un autre côté, dans un bureau du ministère arménien de la Défense, c'est l'affluence causée par des familles qui sont à la recherche de leurs proches disparus, et celles-ci déclarent qu'elles ne perdront pas espoir jusqu'à ce qu'elles aient certaines informations. À ce constat, notons qu'il faudra aux Arméniens un certain temps avant qu'ils ne puissent guérir des pertes qui leur ont été affligées par ce nouveau conflit. Toujours en Arménie, suite à la signature de l'accord de cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, vu comme une défaite cuisante par les 17 partis de l'opposition arménienne, le Premier ministre Nikol Pachinian ne cesse d'être appelé à démissionner et à organiser de nouvelles élections. Hier encore, les opposants s'étaient réunis dans la capitale Erevan en scandant à l'attention de Nikol Pachinian, je cite, « Pour le bien de notre pays, pour le bien de notre dignité, pour le bien de ce peuple, partez simplement. » Selon beaucoup d'entre eux, le Premier ministre a capitulé en acceptant un accord de cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan qui fera perdre à l'Arménie une partie importante au Haut-Karabakh et des districts adjacents qu'elle occupait depuis 3 décennies. Rappelons qu'hier lundi, Nikol Pachinian a fait sa première apparition publique depuis l'annonce de cessez-le-feu la semaine dernière. Il s'est adressé au Parlement et la session spéciale a été diffusée en direct sur Facebook pour tenter d'atteindre tous les élus et le reste du pays. Il a défendu son accord, expliquant que c'était la seule option pour l'Arménie. À présent, au Pérou, rapidement après la démission de Manuel Merino de suite des violentes manifestations contestant son poste, le Parlement péruvien a élu le lundi 16 novembre 2020 un nouveau président par intérim. Il s'agit cette fois du député centriste Francisco Sagasti qui devient le 3e chef d'État péruvien en l'espace d'une semaine. Son objectif ici serait celui de mettre fin à la grave crise politique qui secoue le pays depuis la destitution par le Parlement de Martin Vizcarra, accusé d'incapacité morale et de pots de vin dont il dément. Il semble que les présumés pots de vin
aurait été perçue par le président évincé en 2014 alors qu'il était gouverneur. Rappelons que Francisco Sagasti serait, s'il tient bon, à la tête du pays jusqu'en juillet 2021. Et pour finir, en Moldavie, Maia Sandu a remporté la précédente élection présidentielle, ce qui fait d'elle la première femme à accéder à la tête du pays. En effet, la chef de l'opposition a remporté dimanche l'élection présidentielle avec un total de 57% de suffrages contre 42% pour son rival, le président sortant pro-russe Igor Dodon. Pour sa première interview à un média étranger, elle annonce des législatives anticipées. C'est ce que veulent les Moldaves. Ils veulent des élections parlementaires rapides parce que le Parlement actuel a prouvé qu'il ne travaillait pas pour les gens. Certains des députés du Parlement sont toujours impliqués dans des affaires de corruption, dans le trafic d'êtres humains, et les gens veulent que le changement leur permette d'élire un nouveau Parlement qui les représentera. La Moldavie étant une ancienne république soviétique de 3,5 millions d'habitants est située entre l'Ukraine et la Roumanie. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Plus d'1 million de ses citoyens a émigré à l'étranger à la recherche d'une vie meilleure ou alors des meilleures conditions. Monsieur et dames, c'est ici que nous mettrons fin à cette deuxième édition de la Semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes. Passez une agréable soirée.